Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, celle du 26 janvier 2026, et pour la première fois je vous retrouve pour parler un petit peu d'autre chose que d'actu automobile. J'ai eu envie sur cette chaîne de couvrir des sujets un petit peu plus larges, qui sont liés de près ou de loin, on va dire, à l'économie, à l'industrie, à ce qui se passe en France et en Europe, un résumé plus ou moins quotidien de ce qui se passera d'important dans la journée, tout simplement. On va par exemple parler du nouveau projet du gouvernement français, qui est actuellement à l'étude, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On parlera également de l'Allemagne qui, une nouvelle fois, vient de trahir la France en décidant plutôt de s'allier avec l'Italie autour de tout un tas de nouveaux accords commerciaux. D'ailleurs, en parlant d'accords commerciaux, on parlera également des accords qui sont en cours de négociation entre la Commission européenne et l'Inde. J'essaie d'expliquer un petit peu ce qu'il faut retenir d'important à propos de ce projet, mais avant ça, je vais vous parler de la grosse actu du jour, puisqu'après avoir révolutionné le marché des bouchons de bouteilles d'eau, après avoir imposé le câble USB-C commun, et après avoir interdit les boîtes à kebab en polystyrène, la Commission européenne a décidé de s'attaquer à un sujet extrêmement important, l'interdiction des sachets de sauce en plastique dans les fast-foods. Effectivement, sachez qu'à partir du 12 août 2026, partout en théorie dans l'Union européenne, les emballages plastiques à usage unique devront disparaître des tables de restaurants. Parmi les mesures phares de ce projet, vous l'aurez compris, l'interdiction des petits sachets de ketchup, mayonnaise ou autre sauce. Il faudra désormais se servir sur place avec de gros distributeurs, en sachant qu'il y a quand même une exception qui est faite pour les ventes à emporter, et que ce règlement appelé PPWR s'étendra à d'autres secteurs à partir de 2030, comme par exemple les produits d'hygiène à usage unique, comme par exemple les petits savons ou les shampoings proposés dans les hôtels, ce sera interdit d'ici quelques années. On va attaquer les vrais sujets du jour. En attendant, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like à cette vidéo pour donner un petit peu de visibilité à ma chaîne, à vous abonner pour les prochaines et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour, ça fait toujours plaisir. On va commencer donc avec l'une des grandes actus du jour. Figurez-vous que une fois de plus, l'Allemagne a décidé de délaisser le couple franco-allemand pour resserrer ses liens avec un nouveau partenaire, l'Italie. Le chancelier allemand Friedrich Merz ainsi que la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni se sont retrouvés le 23 janvier 2026 pour signer un nouveau plan stratégique, un nouveau plan d'action commercial et stratégique. Un rapprochement entre l'Italie et l'Allemagne au moment où les relations entre Berlin et Paris se tendent. Officiellement, bien sûr, l'Italie déclare qu'elle n'a pas vocation à remplacer la France, et l'Allemagne déclare qu'elle ne hiérarchise pas ses partenariats, expliquant qu'ils ont tout simplement beaucoup d'intérêts communs. Et c'est vrai, l'Allemagne et l'Italie font partie des principales puissances industrielles européennes, toutes les deux sont globalement d'accord sur le Mercosur, ce qui n'est pas le cas de la France, et tous les deux plaident pour une relance de la compétitivité européenne par le biais de nouveaux accords de libre-échange, et tous les deux critiquent assez ouvertement quand même la bureaucratie européenne et ses réglementations environnementales jugées excessives. Les points d'accord ne se limitent pas qu'à l'Europe, puisque les deux pays sont également d'accord sur le fait de tenter d'éviter toute guerre commerciale avec les États-Unis, une approche qui tranche avec la ligne française, la ligne Macron, qui est plus favorable à l'activation par exemple du bazooka fiscal européen censé pénaliser fiscalement les États-Unis. Même si pour l'Italie et l'Allemagne ce rapprochement apparaît comme assez positif, il apparaît quand même en même temps comme assez défavorable à la France, qui se retrouve assez isolée sur des dossiers comme le Mercosur, la défense de son agriculture, et dont la capacité du coup à peser sur les choix commerciaux européens se retrouve réduite face à l'alignement italo-allemand. On a donc ici pas vraiment une rupture, plutôt un glissement, une Europe dont le centre de gravité se déplace et où l'influence française apparaît quand même relativement fragilisée dans une nouvelle configuration. Autre grosse info aujourd'hui, il y a un accord commercial qui est en train d'être négocié entre la Commission européenne d'Ursula von der Leyen et l'Inde. Un accord qui est présenté comme étant un succès diplomatique et économique, mais qui soulève quand même beaucoup de questions, aussi bien sur le plan industriel que politique. C'est une espèce de Mercosur puissance 10. Ce qui se passe est assez simple à comprendre, la Commission européenne est en train de se rendre compte qu'elle est prise en étau entre Washington et Pékin, avec d'un côté la Chine qui fait tout ce qu'elle peut pour que ces grands industriels s'introduisent petit à petit en Europe et viennent tuer la concurrence européenne de l'intérieur, et de l'autre côté des États-Unis qui menacent tous les jours un peu plus l'Union européenne de surtaxes pour défendre leur industrie. La Commission européenne pense qu'il serait bien de trouver de nouveaux alliés de taille, de nouveaux marchés, et c'est exactement pour ça qu'elle travaille avec l'Inde, et c'est exactement pour ça qu'elle a poussé ces derniers mois avec le Mercosur. Elle veut via ce traité ouvrir les marchés indiens aux entreprises européennes. Même si les relations commerciales sont plutôt bonnes entre l'Union européenne et l'Inde, avec 120 milliards d'euros de biens écoulés en 2024 et 60 milliards d'euros de services, la Commission sait que dans les années à venir, l'Inde, ça va vraiment devenir quelque chose d'énorme et que c'est maintenant ou jamais pour essayer de mettre en place des nouveaux accords. Alors sur le papier, c'est beau parce que la Commission européenne, elle promet à ses entreprises je cite, niveau d'accès le plus élevé jamais accordé au marché indien. D'un autre, dans les faits, ce sera bénéfique à quelques secteurs bien identifiés. L'automobile haut de gamme, puisque les marques allemandes veulent remplacer une partie de la clientèle qu'elles ont perdue en Chine par la clientèle indienne. Le marché du luxe, puisqu'en Inde, les marques françaises ont toujours la cote, ainsi que les vins et spiritueux français.
Comme pour le Mercosur, l'accord est défendu en soulignant ce qu'il ne contient pas, c'est-à-dire pas de produits agricoles sensibles, donc moins de risques on va dire de polémique immédiate, mais ce qui permet surtout de masquer un problème majeur de cet accord qui repose avant tout sur une logique industrielle et commerciale qui n'est favorable qu'aux grandes entreprises exportatrices. Et ça à court terme sans véritable débat public sur les conséquences de cet accord à long terme. D'autant plus que l'Inde a exigé des compensations assez colossales, notamment sur la future taxe carbone aux frontières qui affecterait ses exportations d'acier, ainsi que sur les normes sanitaires et de sécurité dans les secteurs pharmaceutiques et automobiles. Comme dans le cas du Mercosur, l'Union européenne accepte en fait de discuter de l'affaiblissement de ses propres normes pour sécuriser un accès au marché, au risque de créer à moyen ou long terme une espèce de concurrence asymétrique pour ces industries. D'ailleurs, en parlant d'asymétrisme, on est déjà dans un accord à géométrie variable, parce que dans le cadre de cet accord, l'Union européenne a quand même décidé de passer sous silence la proximité stratégique persistante entre l'Inde et la Russie, qui est par exemple son principal fournisseur d'armement, alors que ça fait plus de 3 ans maintenant qu'une grande partie des industries européennes est pénalisée à cause de l'arrêt des relations entre la Commission européenne et la Russie. L'argument invoqué pour ce choix étant les alignements existants entre la Commission européenne et l'Inde à propos d'une espèce de méfiance commune envers la Chine. Donc cet accord il était dans les tuyaux depuis un petit moment, mais on va dire que ce qui s'est passé ces derniers jours, avec le retour de Donald Trump et ses menaces tarifaires, ça a été, on va dire, un peu l'excuse nécessaire et l'impulsion décisive à la conclusion de ce traité, qui est d'ailleurs en réalité pas tout à fait encore conclu, ça devrait se négocier dans la semaine. Dans les faits, pour le moment comme c'est là, c'est plutôt une réussite pour l'Inde, qui après presque 10 ans d'efforts diplomatiques voit enfin ses efforts payés, qui cherche elle aussi de nouveaux débouchés commerciaux pour certains de ses secteurs qui sont très pénalisés par les droits de douane américains, et qui pour se passer des USA totalement a besoin d'une partie des technologies européennes. D'ailleurs, en parlant de technologie européenne, on va parler un petit peu d'un projet du gouvernement français qui est celui d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est une proposition qui a été examinée ce lundi, alors au moment où je fais la vidéo, on ne sait pas vraiment ce que ça a donné, peut-être qu'on saura dans la soirée. C'est une proposition qui est évidemment portée par le groupe Renaissance, qui d'ailleurs, au passage, petite actu comme ça, va changer de nom. Gabriel Attal veut le renommer Nouvelle République. Un texte qui a de fortes chances d'être adopté à l'Assemblée nationale, avant d'être transmis au Sénat, à propos duquel de nombreuses questions demeurent quant à son applicabilité réelle ou à son impact concret. Rappelez-vous, en janvier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la NSES, avait alerté sur les effets délétères de la surexposition aux réseaux sociaux des jeunes adolescents, l'exposition à des contenus violents, le cyberharcèlement, la pression de la comparaison permanente ou encore des phénomènes physiques, comme le fait qu'on dort moins bien quand on a passé quelques heures sur le réseau avant de dormir. Emmanuel Macron s'était personnellement impliqué dans ce projet, il a même fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux d'ailleurs, expliquant que les émotions des enfants et des adolescents n'étaient pas à vendre, presque que le remède proposé est quand même globalement assez déconnecté des usages numériques réels. Le problème numéro 1 étant le non-alignement entre ce qui est proposé par le gouvernement, enfin surtout par Renaissance, vous l'aurez compris, et le droit européen, notamment en ce qui concerne les règlements sur les services numériques, le DSA, puisque même si la Commission européenne ouvre la voie à une régulation nationale, il n'y a rien qui garantit vraiment que les outils nécessaires à une telle opération, interdire l'accès aux réseaux sociaux, ne soient vraiment faisables à court terme. Ça impose par exemple la mise en place d'un système de vérification de l'âge, un projet dont les contours sont toujours flous et qui fait encore l'objet de travaux au niveau européen. Alors, la version qui est actuellement étudiée, elle prévoit une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans avec quand même des exceptions pour les encyclopédies en ligne et les répertoires éducatifs. Ce texte instaure aussi un dispositif différencié puisque certains réseaux seraient totalement interdits, peut-être X, il y a des chances, peut-être TikTok, il y a des chances aussi, d'autres seraient plus ou moins accessibles sous réserve d'une autorisation parentale, et tout ça d'après une liste qui sera fixée par décret après l'avis de l'Arcom. On se fout de la gueule du monde. Comme je vous le disais, sur le plan politique, ce texte bénéficie d'un soutien assez transversal. Tout le monde est assez favorable à ça, à part les socialistes qui demandent des précisions sur les exceptions prévues, et LFI qui a déposé une motion de rejet dénonçant un paternalisme numérique. On verra si ça passe ou pas, on verra ce qui passe en pratique ou pas. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si derrière, il n'y a pas de continuité de ces mesures au niveau de la Commission européenne, on sait très bien qu'en quelques secondes, avec les VPN modernes, n'importe qui pourra contourner ces interdictions. Donc bon, c'est plus un texte d'intention, c'est plus un texte destiné à l'opinion publique que quelque chose qui sera vraiment applicable de toute façon. Et tout comme le concept de majorité numérique qui avait été voté en 2023, le risque est celui d'un texte qui sera voté, salué, puis contourné ou inappliqué de toute façon. Donc on verra ce que ça donnera ou pas. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura intéressé. Évidemment, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à les faire. C'est une première pour moi de faire ce genre de vidéo. Donc évidemment, je suis ouvert à la critique pour faire mieux les prochaines fois. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, dans tous les cas ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve peut-être demain, peut-être une autre fois pour un peu d'actu. Voilà, quand il y aura des choses marrantes et importantes à dire. Allez, ciao.